Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur les pages Facebook de 8 Mont-Blanc et du Dauphiné Libéré pour cette émission spéciale. Les 12 et 19 juin prochains, les Français éliront 577 députés pour un mandat de 5 ans. Vous le savez, nous sommes mobilisés pour ces élections législatives. Nous avons choisi de donner la parole aux candidats des 10 circonscriptions des pays de Savoie. Et ce mercredi 8 juin, nous terminons notre tournée en Haute-Savoie avec la deuxième circonscription. Pour présenter cette émission, je suis accompagnée de Muriel Rottier, journaliste pour le Dauphiné Libéré à Annecy. Bonjour Muriel, merci de m'accompagner. Peux-tu d'abord nous résumer les spécificités de cette deuxième circonscription de Haute-Savoie ? Bonjour Victoria, bonjour à tous. Oui, alors la deuxième circonscription de Haute-Savoie s'étend sur un territoire vaste et varié de 40 communes. La moitié d'Annecy, la rive ouest du lac jusqu'à Faverges, les contreforts du Semnoz, le pays d'Albi et la vallée des Aravis. Elle compte 140 000 habitants. On peut aussi souligner qu'elle recoupe 4 cantons et 3 communautés de communes, ce qui représentera autant d'interlocuteurs différents pour le ou la future députée, avec bien sûr les 40 maires. Sur le plan politique, on peut dire qu'elle est historiquement ancrée au centre droit. L'ancien maire d'Annecy et ancien ministre Bernard Bosson en avait été le député pendant 19 ans. En 2007, il a été battu par Lionel Tardy, qui était alors un novice en politique. En 2017. En 2007, pardon, excusez-moi. Lionel Tardy, qui a été réélu en 2012 sous l'étiquette Les Républicains, avant d'être lui-même sorti en 2017 par une autre novice, la candidate LREM, Frédéric Lardet. Frédéric Lardet, qui a laissé son siège début 2022 à son suppléant Jacques Ray. Des 6 circonscriptions de Haute-Savoie, la deuxième est celle où les candidats seront le plus nombreux à s'affronter ce dimanche 12 juin. Ils sont 15. Ça n'a rien d'étonnant, car c'est une circonscription qui est emblématique dans le département. C'est celle du chef-lieu, où la confrontation politique offre aux candidats une visibilité particulière. C'est aussi une circonscription avec des enjeux territoriaux très forts, en particulier sur la mobilité, sur le logement et sur la montagne, qui sont les thèmes sur lesquels nos 12 invités vont s'exprimer. Effectivement, tu l'as dit Muriel, donc 15 candidats en lice. Ils sont 12 à avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Les candidats absents aujourd'hui sont Sylvie Brancaleone pour la droite souverainiste, Jean-Paul Vigarier du parti animaliste et Timothée Peraldi qui se présente sans étiquette. On va ouvrir tout de suite le premier tour de table. C'est le moment où nous faisons connaissance avec vous, mesdames et messieurs. Les candidats, vous êtes répartis en 2 groupes puisque vous êtes 12 à être présents pour cette émission spéciale. Nous commençons donc avec les 6 premiers candidats qui sont autour de cette table. Et la parole est d'abord à Oujdi Boussa. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Oujdi Boussa. Donc je suis originaire des quartiers populaires, principalement de Sénaux. Alors moi, ma principale revendication, c'est de faire ce constat. Que la machine démocratique ne fonctionne plus. D'ailleurs, je pense qu'on sera plusieurs à le constater et à le valider. Aujourd'hui, la République nous a livré une machine qui est inégalitaire, qui divise les Français et qui n'est pas du tout représentatif. D'accord ? Si on cumule les abstentionnistes, les votes blancs, le comptage des votes blancs et les votes un petit peu, je dirais, des votes qui sont faits par dépit parce qu'il n'y a pas d'autres offres politiques, et si on cumule tout ça, ça fait plus de 50% de la population qui ne sont pas contents de la machine démocratique. Donc, rien que par les chiffres, déjà, il faut se remettre en question et il faut qu'on mette en place des actions pour changer ça. Alors nous, ce qu'on propose, c'est un nouvel équilibre démocratique, citoyen bien sûr, et autonome. Et bien sûr, cet nouvel équilibre démocratique va s'obtenir par une meilleure représentativité de la diversité locale. C'est comme un écosystème. Si vous envoyez dans un écosystème, vous enlevez ne serait-ce qu'un élément, ça déséquilibre tout l'écosystème. Donc aujourd'hui, l'écosystème il n'existe pas en politique. Donc nous, on veut remédier à tout ça. Et on va avancer une nouvelle idée innovante. C'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus de partis politiques parce que ça ne fonctionne pas. Ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec des ballottages entre la gauche et la droite, maintenant avec les alliances, etc. Encore une fois, ça divise les Français, c'est pas constructif du tout. Donc moi, je propose une nouvelle solution qui est très simple. Et ça, je vous le dirai tout à l'heure dans ma conclusion. Donc ce sera fini les guerres politiques, fini les financements occultes, fini tout l'abattage médiatique qu'on a tous les jours à nos écrans.
Alors moi je me présente tout simplement. Donc Oji Boussa, donc je suis français issu de l'immigration. J'estime que je serai le trait d'union national pour mieux représenter les Français. Pourquoi ? Parce que déjà, de par mon expérience et mon vécu, donc j'ai commencé à travailler dès l'âge de 16 ans en tant que technicien de surface et j'ai évolué en tant qu'ingénieur technico-commercial. J'ai passé plus de 10 ans dans le commerce, 10 ans dans l'industrie, 25 ans dans le domaine associatif et j'ai 40 ans de vie de quartier. Donc je m'estime comme expert dans ce domaine-là. Et c'est étonnant que les élus aujourd'hui ne font pas appel à mes compétences et à mon expérience pour remédier à certains problèmes apparemment qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc voilà, nous on a des solutions, par contre il faut qu'on existe. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci. Juste pour ajouter une chose, je suis aujourd'hui membre permanent du quartier de Sénaux et je pense que c'est par cette ouverture-là, cette opportunité-là qu'on va changer un petit peu ce qu'on appelle la démarche démocratique citoyenne. Merci beaucoup. Nous passons à Damien Cornu pour l'appel au peuple. Une présentation rapide, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous les Français. Je tenais déjà à remercier les médias locaux parce que je pense que vous faites un travail fantastique et que la démocratie est vraiment vivante en Haute-Savoie. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors, moi, je suis co-gérant d'entreprise d'une dizaine de salariés. On est basé à Saint-Ferriol, donc juste à côté. Je me suis lancé en politique parce que j'ai rencontré des personnes fantastiques à l'appel au peuple et j'ai notamment fait la connaissance du prince Joachim Murat qui est le descendant direct de la famille impériale et j'ai été littéralement subjugué. Alors, à l'appel au peuple, on est là pour rassembler tous les Français, de la gauche patriote jusqu'à la droite sociale, autour d'un véritable projet de société qui nous grandit et qui nous unit. Merci beaucoup. Nous passons la parole à San Hippomen pour Reconquête. Qui êtes-vous, si vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour à tous. Je tiens, comme précédemment, à saluer votre travail et le fait que vous nous ayez invités tous, puisque ça nous permet effectivement de nous exprimer, mais aussi de faire vivre la démocratie. Pour me présenter, donc j'ai 52 ans, je suis en couple, j'ai 2 enfants, je travaille dans le secteur privé, dans la sécurité exactement. Comme la plupart des habitants de la 2e circonscription et de Haute-Savoie en général, je connais les mêmes difficultés concernant le logement, concernant la mobilité, concernant aussi l'environnement, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne et il faut qu'on trouve des solutions. Mais aussi, il y a aussi des choses auxquelles nous sommes confrontés et qu'on n'a pas évoquées du tout pendant la campagne électorale et que je trouve dommage. Comme par exemple l'immigration et l'insécurité qui est croissante. Je vais vous donner juste quelques chiffres. Sur Annecy, en 2021, nous avons eu plus de 10% de coups et blessures. Nous avons eu 31% de plus de viols et d'agressions. Nous avons eu plus de 80% de tentatives d'homicide ou d'homicide. Ce sont des chiffres qui sont complètement alarmants. Et il faut qu'on lutte absolument contre ça, par des mesures diverses, notamment concernant la police, mais pas seulement. Sur d'autres sujets également, je me sens concerné, puisque, comme je vous le disais, il y a aussi l'environnement qui devient primordial, et bien sûr la vie chère, puisqu'on est un des départements les plus chers de France, ce qui ne va pas sans conséquence pour la plupart des ménages. Et je souhaite absolument donc être le défenseur des droits des habitants de cette 2e circonscription, porter leur voix à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement faire avancer un certain nombre de dossiers pour améliorer leur quotidien. Merci. Nous passons la parole à Nassi Yildirim de Lutte ouvrière. Nous vous écoutons. Bonjour, je suis Nassi Yildirim, ouvrier dans la métallurgie. J'habite aussi à Sénaux, dans les quartiers populaires. Je travaille dans une usine de métallurgie de l'agglomération annécienne depuis 20 ans. Donc je suis candidat pour faire entendre le camp des travailleurs avec Lutte ouvrière dans la 2e circonscription avec ma colistière Denise Schrott qui est agente d'entretien. Donc nous en fait on est les seuls en fait ici à vouloir représenter et faire entendre le camp des travailleurs.
comme d'habitude. Les travailleurs, les classes populaires, les retraités, les jeunes, tous ceux qui se font exploiter à l'usine, qui subissent les attaques patronales, les attaques des capitalistes, qui s'empiffrent, qui font des milliards de profits aujourd'hui, alors que nous, on s'appauvrit de plus en plus. Je représenterai les intérêts spécifiques des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs. Donc, c'est pour cela que je me présente à ces élections. Et tous ceux qui se sont fait virer dans les hôpitaux, les travailleurs de la santé qui étaient en grève hier, les travailleurs de la santé qui étaient en grève il y a 2 semaines dans la clinique générale, ceux qui étaient en grève pour des augmentations de salaire à Dassault, à Tefal. Donc voilà. Merci. La parole est à Christian Kurdi pour cette rapide présentation également. Bonjour, merci également pour l'invitation. Je suis donc Christian Kurdi, né à Annemasse, ancien cadre commercial, investi et actif depuis le milieu des années 70 dans les collectifs de Haute-Savoie contre le nucléaire, notamment contre le surgénérateur Superphénix. Concernant l'économie sociale et solidaire, j'ai participé et accompagné mes amis Véronique Lacombe et Michel Besson dans le développement des toutes premières structures de commerce équitable en Europe, Andine et Minga. Je précise que ces structures fonctionnent toujours en développement durable. À cet égard, je me souviens avoir participé à un débat contradictoire à Télé 8 Mont-Blanc au début des années 2000, où était également présent le directeur de Max Havelaar France. Dans le cadre du premier forum social de Haute-Savoie, j'ai travaillé en commission à la création des toutes premières AMAP du département. En 1987, j'ai créé une association de protection de la nature pour lutter contre le dépôt de terre provenant des chantiers genevois dans nos rivières de Haute-Savoie. L'association a obtenu la première victoire au tribunal administratif de Grenoble contre les déblais de chantiers suisses, mettant un terme à ce type de pratique dans nos torrents et rivières. Actuellement président de Fédération Nature et Environnement de Haute-Savoie, avec une victoire contre un projet de piste de quad en zone N sur la commune de Cruseilles. Au titre d'élu municipal, j'ai participé durant 10 ans à la mobilisation pour la promotion du Léman Express, comme membre du collectif franco-suisse pour une autre politique des transports. Contre vent et marée, les pouvoirs publics français et suisses qui n'en voulaient pas avaient décidé d'ôter les rails de la ligne dite des eaux vives pour la remplacer par un tramway. Sans notre pugnacité, le Léman Express n'existerait pas. J'ai une vision plus active que théorique de l'écologie. C'est pourquoi je me présente à cette élection avec ma suppléante Carla Bérard, afin de mettre mon expérience au service de la biodiversité, des énergies renouvelables, du climat et d'une autre économie sociale et solidaire possible pour une réelle qualité de vie pour tous. Merci. Et nous terminons ce premier tour de table avec Willy Colomb, patron des Voix de Savoie. Alors bonjour à tous, je m'appelle Willy Colomb-Paton, j'ai 36 ans, je suis chef d'entreprise, je suis candidat sous la bannière des Voix de Savoie qui est un parti souverainiste, légaliste et apartisan. Je suis également papa d'une petite fille de 6 mois et c'est pour elle que j'ai décidé de m'engager lors de ces élections législatives. Alors je suis venu porter un message d'espoir à toutes les personnes qui se rendent compte que nous sommes dans une période plus que compliquée au niveau démocratique, économique, géopolitique et même sociétal, avec un taux de suicide qui ne cesse d'augmenter. La société française est malade et nous sommes ici sur un territoire qui jouit de droits internationaux que nous pouvons revendiquer. Et si nous le faisons, nous récupérons un avenir pour nos enfants. Pour ces propos, pour atterrir ces propos, j'ai le soutien de 7 députés suisses qui font partie du mouvement citoyen de Genève qui appuient mes dires et qui me soutiennent pour cette élection législative. Je serai également un ardent défenseur des droits de l'homme qui ont été à mon sens beaucoup trop bafoués depuis l'arrivée du Covid. Alors pour ce faire, j'ai signé une charte qui s'appelle Réciproque qui m'engage, si j'étais élu, à respecter les droits de l'homme et à défendre le vivant. À noter que je suis le seul candidat de Haute-Savoie à être labellisé Réciproque. La démocratie est aussi un sujet qui me tient énormément à cœur. On voit qu'elle est bafouée. Aujourd'hui, je prône un système de démocratie communale qui est en opposition totale avec le système démocratique que nous propose la République française. C'est de remettre le citoyen au centre de la démocratie. Et pour ce faire, je me suis engagé auprès d'une assemblée citoyenne locale qui dirigera ma candidature et qui aura 3 pouvoirs. Le premier pouvoir sera de pouvoir me révoquer si je ne répondais pas aux attentes. Le deuxième pouvoir, ce sera le pouvoir d'arbitrer mon salaire. Et le dernier pouvoir sera
pas de décider de mes votes à l'Assemblée et je récupérerai ainsi le rôle de colporteur que mes aïeux savoisiens avaient. Merci beaucoup, merci à tous pour ce premier tour de table. Nous allons à présent vous entendre sur 3 thématiques qui concernent directement cette deuxième circonscription de Haute-Savoie. Muriel, quelle est la première thématique pour cette discussion ? Alors la première thématique, c'est celle de la mobilité. Vous le savez, c'est une problématique absolument incontournable dans la deuxième circonscription. Alors, je citerai juste un seul exemple que tout le monde connaît bien sûr, c'est la rive ouest du lac d'Annecy, cette rive complètement embouteillée, mais sur laquelle l'agglomération du Grand Annecy porte désormais un projet de bus à haut niveau de service en site propre intégral, après l'abandon du vieux projet, du très vieux projet, pourrait-on dire, de tunnel sous le Semnoz. En tant que député, comment agirez-vous pour contribuer à amener les solutions nécessaires aux problématiques de déplacement que connaît la circonscription? Et la parole est à Damien Cornu pour ce premier tour. Alors, moi, je pense que les 3 thèmes, ils sont liés au choix économique qu'on a fait depuis 40 ans. Alors, je pense qu'en politique, il est préférable de traiter les causes et non les conséquences. Alors, quelles sont les conséquences ? On a transformé la France en un parc d'attractions à ciel ouvert, au détriment de notre industrie. Et le résultat, il est catastrophique. Donc je pense qu'il faut relancer notre industrie et qu'il faut aller vers un tourisme beaucoup plus raisonné. Alors, je pense qu'en politique, il faut raisonner en termes de temps long et en termes de temps court. Alors, sur le temps long, si on relance l'industrie, ce qui prendra du temps, ça nous permettra de déconcentrer la population. Donc déconcentrer la population, ça veut dire que les habitants, ils seront plus proches de leur lieu de travail. Donc ça réglera en partie les problèmes de mobilité. Alors après, il faut agir sur le temps court. Donc je pense que tous les candidats ont des bonnes idées pour agir sur le temps court. Il faut développer les transports en commun, il faut développer les voies vertes, il faut encourager le covoiturage avec les aires de stationnement et il faut développer la voiture électrique en milieu urbain. Je pense par contre qu'en milieu extra-urbain, il faut développer l'hydrogène et le biocarburant. Pourquoi ? Parce que grâce au nucléaire, on est capable de produire de l'hydrogène. Et grâce à France-sur-Mer, puisqu'on a le deuxième territoire marin du monde et le premier territoire sous-marin du monde, on est capable de produire du biocarburant à base d'algues. Et puis je pense que nos industriels, l'industrie de l'automobile en sera satisfait, puisqu'elle est très inquiète du virage qui est pris du tout électrique. Il suffit de se rendre dans la vallée de l'Arve et de discuter avec les industriels qui sont vraiment très très inquiets. Alors après, je pense que le tout électrique va poser d'énormes problèmes parce qu'il faudra produire énormément d'électricité et il faudra également transporter cette électricité pour l'acheminer au point de charge. Et au jour d'aujourd'hui, le réseau, il est dans l'incapacité de supporter cette surcharge. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à San Hippomen sur cette question de la mobilité. Merci à vous. Concernant la mobilité, en fait, on a plusieurs aspects. On a à la fois les transports publics, mais aussi les transports individuels. Concernant les transports publics, je rejoins la plupart des propositions qui ont été faites concernant la rénovation des petites lignes avec une fréquence plus élevée de passage. Des projets comme le BHNS, le bus au service qui devrait voir le jour. On pourrait aussi éventuellement travailler sur des projets de tramway, puisqu'on a encore la place sur cette rive ouest pour faire passer en parallèle de la piste cyclable des moyens de transport qui seraient complètement en dehors du trafic. Mais il y a aussi une solution que personne n'évoque et que je trouve dommage, c'est l'utilisation du lac, puisque aujourd'hui les lignes qui desservent le lac sont clairement insuffisantes pour permettre à quelqu'un d'aller travailler sans être en retard, pour faire simple. C'est pas possible. Sachant qu'en plus, dans le même temps, par rapport à l'environnement, il faudrait que ces bateaux soient plus propres. C'est clairement. Ensuite, la deuxième partie, et je termine, pardon, je me dépêche. J'ai appris ce matin avec stupéfaction que l'Union européenne avait voté la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. C'est-à-dire qu'en gros, on nous laisse 13 ans. On nous laisse juste 13 ans pour nous débrouiller, pour passer à l'électrique. C'est non seulement inadmissible, puisque aucun peuple n'a été consulté,
Mais en plus, je ne vois pas effectivement dans quelle mesure on va pouvoir arriver à ça en 13 ans alors qu'il n'y a aucune infrastructure, comme M. Cornu l'a souligné, qui est en place. Que si on veut dénucléariser, c'est impossible d'amener suffisamment d'énergie. Tout un tas de problématiques qui sont impossibles en fait en l'état actuel des choses. Merci Nassi Yildirim, la parole est à vous sur ce thème. Donc moi, je vais relier en fait la mobilité avec le logement dans le deuxième thème, et là je vais commencer. Pour moi, en fait, je vais parler aussi de la mobilité, une forme de mobilité en fait que vivent les travailleurs, surtout dans la région, là, dans le département de Haute-Savoie. Beaucoup de travailleurs qui viennent d'autres régions pour chercher du travail, pour s'installer, parce que leur région a été ravagée, plus d'industrie, plus de travail, du chômage, des licenciements massifs qui ont été ravagés par en fait les capitalistes, les grands groupes industriels. Et donc oui, c'est une forme de mobilité aussi. Ils sont obligés de se déplacer pour venir travailler ici, pour s'installer ici. Comme aussi les migrants, les étrangers, les travailleurs immigrés qui sont venus, pour certains qui se retrouvent dans le fond de la Méditerranée avec leurs barques, avec des barques et qui se retrouvent noyés pour la plupart. Quand ils arrivent à franchir les frontières, ils sont sans papier, ils se retrouvent, ce sont les travailleurs les plus exploités en France et partout. Et en fait, justement, je veux faire entendre ce camp-là aussi. C'est notre camp, c'est le camp des travailleurs. Et ces gens-là, ils ont été ravagés aussi par le pillage de l'impérialisme français, sous les bombes de l'impérialisme français, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, au Mali, au Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Rwanda. Là, il y a une énorme responsabilité. Il y a une énorme responsabilité de l'impérialisme français pour les intérêts des capitalistes. Pour les intérêts des capitalistes. Et pour les intérêts des capitalistes, et ils écrasent les peuples, ils écrasent ces peuples-là. Alors oui, moi je suis pour les accueillir, je suis pour le droit de vote des travailleurs étrangers, immigrés, des travailleurs migrants. Je suis pour le droit d'installation et de circulation de tous. Sur ce thème de la mobilité, nous passons la parole à Christian Kurdi, l'écologie au centre. Alors, je vais essayer de faire plus vite. En France, entre 28 et 31% des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées au transport. Avec 70 millions d'habitants, les transports et la mobilité carbonée a d'autres impacts importants. Pollution, bruit, encombrement de la circulation. Selon une étude parue dans le journal Le Monde, 48 000 décès chaque année sont attribués à la pollution de l'air. Malheureusement, en France, les régions, les villes, les départements n'ont toujours pas la culture des mobilités durables, respectueuses de la santé publique. Je tiens à préciser que c'est Corinne Lepage qui, grâce à la loi sur l'air, dite loi Lepage, qui a considérablement fait évoluer les choses en renforçant la loi LOTI, loi d'orientation des transports intérieurs. Corinne Lepage, donc, qui est membre de parti l'écologie au centre, que je représente aujourd'hui. J'entends encore certains politiques promouvoir le transport de camions sur les trains, ce qui est évidemment une aberration. En effet, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut transporter uniquement les containers et utiliser les camions porte-containers seulement pour les livraisons finales. Pas un mètre de voie ferrée n'a été construit depuis le rattachement de la Savoie à la France, dans le département. Ailleurs en France, des centaines de lignes ont été fermées, jugées peu rentables, scellant la mort lente des régions désormais enclavées. Par contre, des dizaines de petites gares ont été fermées. Pour moi, il est fondamental d'accélérer la réorganisation de tous les services publics de transport dans ce département, livrés pieds et poings liés aux grands groupes du BTP, qui s'en donnent à cœur joie pour bétonner le département. Des études américaines démontrent que plus les pouvoirs publics construisent de routes, et plus il y a d'engorgements routiers et de pollution finale. Lié à l'aspirateur à bagnole, la meilleure solution concernant l'enfer des embouteillages des 25 km de la D1508 entre Annecy et Faverges serait d'investir immédiatement dans des travaux pour la réouverture de la ligne de chemin de fer Annecy-Ugine en train-tram. Pouvons le faire, nos enfants nous en remercieront. À part quelques anciennes lignes de chemin de fer reconverties en pistes cyclables, nos villes sont dépourvues de vrais réseaux cyclables, en site propre, toujours par manque de moyens alloués au secteur, ajouté à un manque de culture de la mobilité décarbonée. Pour moi, une piste cyclable, c'est une voie protégée en site propre, exclusivement réservée aux cyclistes, où chaque famille peut laisser circuler ses enfants seuls en toute quiétude.
ce qui n'est pas encore le cas d'Annecy, intramuros, comme d'autres villes françaises, où les élus, par tradition, favorisent inconsciemment la voiture au détriment des mobilités décarbonées, contrairement aux promesses et aux engagements pris lors de la COP 21. À l'écologie au centre, nous plaçons la mobilité durable au centre de notre politique afin que les transports puissent apporter leur contribution à la protection du climat. Nous voulons des voitures respectueuses du climat, une offre attractive de trains et de bus et des réseaux de pistes cyclables de qualité. Bien menée, la gestion durable du trafic offre d'énormes opportunités d'améliorer notre quotidien et notre qualité de vie en ville comme à la campagne. Merci. Le bus et le train doivent devenir attractifs afin que plus d'usagers, en particulier les automobilistes pendulaires, changent leurs habitudes. Pour cela, il faut investir dans le département à la mise en réseau d'offres de mobilité respectueuses de l'environnement. Les offres de transport en commun et d'autopartage doivent être facilitées. Au lieu d'investir dans de nouvelles voiries inutiles, nous investirons dans l'entretien des infrastructures de transport et réduirons les subventions nuisibles à l'environnement. Merci beaucoup et nous écoutons Willy Colomb-Paton. Alors déjà, je crois que c'est bien de répéter que même si nous étions élus députés, nous n'aurions aucun pouvoir. Et c'est bien ça le gros problème d'un pouvoir qui est centralisé et qui se désintéresse de nos régions et de nos localités. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que moi et mon parti sommes complètement opposés à cette écologie punitive qui arrive. Nous sommes pour une écologie de bon sens, rurale, comme on a toujours su le faire en Savoie. Aujourd'hui, on voit qu'on a une écologie avec ces ZFE, comme on a à Annecy, qui va bientôt interdire à une grand-mère qui n'a pas les moyens de changer sa voiture d'aller acheter son pain. Ça, pour nous, c'est une ignominie. Alors, on a un territoire à côté de chez nous qui fonctionne bien au niveau de la mobilité. C'est le territoire suisse, qui a son territoire qui est très, très conséquemment pourvu de transports en commun. Et je crois qu'il faut s'en inspirer. Mais pour pouvoir le faire, il n'y aura qu'une seule solution, c'est de récupérer la souveraineté de notre pays. Ensuite, quand on parle de pollution sur le territoire, il y a Jean-Marc Jancovici qui est un des plus grands spécialistes en la question au niveau français, qui fait le lien entre la pollution et le nombre d'habitants au mètre carré. Aujourd'hui, notre population est trop grosse et aujourd'hui, c'est ça qui crée une pollution qui commence à devenir inacceptable sur notre territoire. Voilà ce que j'aurais à dire sur l'écologie. Rappelons aussi qu'à l'époque, comme l'a dit mon prédécesseur, on avait des lignes de chemin de fer qui allaient à Ugine, qui allaient à Thônes, et malheureusement, tout ça a été détruit, alors qu'on en aurait bien besoin pour notre mobilité. Merci. Et pour terminer ce tour de table, nous passons la parole à Oujdi Boussa. Oui, donc d'après ce que j'ai entendu, il y a une chose qui ressort, c'est effectivement tous ces problèmes sont liés déjà à une mauvaise gestion dans la globalité, c'est-à-dire une mauvaise politique globale. Effectivement, donc il faut arrêter de développer le tourisme à tout va, surtout pour des privilégiés. Aujourd'hui, dans nos montagnes, les hôtels sont occupés par des Russes, par des oligarques. Les maisons autour du lac sont occupées par des personnes qui n'habitent pas d'ici, qui ne sont pas nées ici. Donc voilà, donc on attire beaucoup de personnes très riches au détriment des locaux, justement. C'est là où je vous retrouve. Donc effectivement, ce problème appartient aux citoyens et non pas aux politiques ou aux industriels. Donc effectivement, là, on veut nous imposer le tout électrique. C'est les industriels qui nous les imposent ça. Mais que veut le peuple? Que veut le citoyen? Est-ce qu'il veut peut-être retourner à cheval, faire le tour du lac à cheval, par exemple? Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais c'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les politiques précédentes n'ont pas pensé à ça. Okay, donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des permis qui se donnent à tout va sur la route de Sévrier, par exemple, ou Saint-Joriot. Alors moi, je croyais que ça allait s'arrêter, mais au contraire, ça accélère. L'ancien hôpital, effectivement, au lieu de construire des logements sociaux ou autres, en fait, c'est des résidences achetées par les Qatars, par les riches Suisses ou les riches patrons. Donc ça ne me concerne pas. Donc voilà. Encore une fois, tout est fait pour une certaine classe sociale, on va dire. Après, pour répondre à la mobilité, faut être professionnel pour répondre à ça. Il faut faire une analyse de besoin. Il faut faire appel à des professionnels. Vous savez, pour mesurer un petit peu la circulation, les flux, etc. Donc effectivement, on peut émettre pas mal d'idées. Mais encore une fois, il faut s'entourer de professionnels. Mais quoi qu'il en soit, ces professionnels, ils seront, accompagnés par les citoyens, parce que c'est les citoyens qu'on y attendent.
Donc il faut peut-être d'abord lui poser les questions. Comment le citoyen d'aujourd'hui veut se déplacer sur Annecy? Veut-il une zone piétonne, un centre-ville 100% piéton? C'est pas moi qui va répondre, c'est les citoyens annéciens qui vont répondre à ça. Donc après, les solutions, il y en a plein. Il va falloir conclure. Ouais. Moi, je vais vous donner simplement un petit anecdote pour raisonner simplement. Vous voyez, on a sorti les trottinettes électriques, les vélos, les poussettes, les remorques à vélo, tout ça. C'est très bien. Mais aujourd'hui, la piste cyclable est impraticable, même très dangereuse. Donc si vous faites une analyse de risque, c'est très dangereux. Moi, personnellement, en tant que responsable, je réglementerai tout ça. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Aujourd'hui, les cyclables sont plus dangereuses qu'avant. Donc en fait, on ne va pas dans le bon sens. Merci. Alors, si vous souhaitez intervenir, il faut prendre le micro. On va déjà passer à la deuxième thématique. Merci en tout cas pour ces premières réponses. Une deuxième problématique ou un problème, celui du logement, donc tout aussi important sur cette circonscription. Loyer élevé, difficulté d'accession à la propriété. Si vous obtenez ce mandat de député, quelles mesures soutiendrez-vous pour aider les habitants à se loger? Et nous débutons ce tour de table avec vous, San Hippomen. Je vous remercie. Concernant le logement, en fait, la première chose, déjà, effectivement, et contrairement à ce que disait monsieur, et il n'est pas le seul à avoir cette préoccupation, ça serait l'augmentation des salaires. Cette augmentation des salaires, on a parlé de primes de vie chère dans la région. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible que ça soit appliqué. C'est un peu un serpent de mer. En revanche, on pourrait très bien jouer au niveau local sur des APL qui soient adaptés et qui permettent justement de compenser cette différence de salaire par rapport au loyer et au prix d'achat. Enfin, au loyer principalement, puisque le problème se pose principalement pour les logements sociaux et les gens à bas revenus. Pour tout ce qui est le neuf, le financement du neuf, les promoteurs, je pense qu'il faut poursuivre l'effort avec les promoteurs, que tout ce qui est loi qui va dans le sens de la décarbonisation soit vraiment observé à la lettre, qu'on soit plus sourcilleux là-dessus et que ça soit vraiment une condition pour la vente des terrains aux promoteurs. Concernant les logements déjà existants, donc on a plusieurs pistes. Une des pistes, c'est notamment de revoir de renégocier en fait avec les locataires, puisque très souvent il y a des locataires qui sont dans des grands logements et il y a peut-être plus que 2 personnes ou une personne et ils ont besoin leur logement est inadapté, disons, à la taille de la famille. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on pourrait jouer. On retrouve ce problème, alors là plus des résidences secondaires dans les stations où l'artificialisation très élevée fait qu'aujourd'hui on n'a qu'environ 20% des logements en station qui absorbent en fait la demande locative. C'est complètement anormal. Donc ça veut dire que tout le reste ne sert à rien, si ce n'est pendant les vacances à faire notamment du Airbnb. Et sur le Airbnb, justement, il y a aussi des mesures à prendre et un suivi aussi beaucoup plus sourcilleux avec des contrôles aussi beaucoup plus efficaces pour limiter en tout cas ce Airbnb qui est un véritable fléau. Pour terminer, je parlerai du logement individuel et de la loi Pope, puisque comme vous le savez, c'est une loi qui vous permet d'acquérir des équipements d'isolation ou de chauffage à moindre coût. Je pense qu'aujourd'hui, les plafonds sont beaucoup trop bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir décarboner, on ne peut pas vouloir une meilleure isolation si on ne donne pas les moyens aux Français, comme pour la voiture tout à l'heure, de pouvoir les acquérir. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. Merci. Nous écoutons Nassi Yildirim sur cette thématique du logement sur la deuxième circonscription. Donc je voulais lier le logement aussi à la mobilité, parce qu'en fait c'est lié. Aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaille, à Sénou ou Annecy, beaucoup de travailleurs en fait sont obligés d'habiter à la Balme de Sillingy, à Faverges, voire même dans l'Ain, voire à Culos par exemple, à Belay. Il y a des gens qui habitent de plus en plus loin. Et ça, c'est depuis des dizaines d'années, ça s'amplifie parce qu'en fait, les logements dans les centres à Annecy, c'est de plus en plus cher. C'est devenu, c'est la spéculation, c'est devenu de plus en plus cher, c'est devenu pour ceux qui ont les moyens, en fait, ceux qui ont du pognon, ben, ils peuvent habiter plus facilement dans Annecy.
pour relier aussi à la mobilité. Donc les travailleurs, ils sont obligés de prendre leur voiture, de faire des trajets pour aller au boulot. Parce que nous, à l'usine, quand on commence à 4h15 ou à 5h, je vois pas de bus, même pour ceux qui habitent dans l'agglomération, il n'y a pas de moyen de transport à cette heure-ci pour transporter les travailleurs. Et ben nous, il faudrait qu'on tape dans le pognon, dans le fric, dans le profit des capitalistes pour qu'ils organisent des moyens de logement et des services. Et tout ça, en fait, c'est lié au même problème. C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est la spéculation, le prix du gaz, du pétrole, de l'énergie qui augmente, l'électricité, aujourd'hui les charges locatives qui vont augmenter, pour mettre le plein d'essence, il y en a beaucoup, dès le début de mois, ils commencent déjà à avoir des problèmes quand on a des salaires mal payés comme à SNR ou dans des boîtes comme Tefal. Donc aujourd'hui, le problème, oui, c'est le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, il va pas se régler parce que un tel ou un tel va venir au pouvoir ou va être majoritaire à l'Assemblée. Ça a jamais été comme ça. Le pouvoir d'achat, il se réglera que quand les travailleurs, on imposera les 500 € d'augmentation nette par mois pour tous, travailleurs, retraités, allocation, 2000 €, pas un salaire en dessous de 2000 € net pour tous. Et aussi l'échelle mobile des salaires, des pensions de retraite pour suivre la montée des prix directement, immédiatement. Et tout ça, il faudra l'imposer par la lutte avec le contrôle des comptes de ces entreprises qui nous font croire qu'ils n'ont pas de pognon. Il y a 160 milliards de profits au CAC 40 cette année. Arnaud, il est à 157 milliards, il est passé de 46 à 156 milliards en 4 ans pendant la crise du Covid. C'est indécent. Merci. Et les travailleurs, un jour, ils se révolteront. Nous passons à. Je suis curieux de savoir comment vous allez faire pour financer tout ça. Kurdi. On prendra les profits des capitalistes et dans leur patrimoine, s'il le faut, dans leur fortune personnelle, les 156 milliards. Je ne vous coupe pas, moi, quand vous parlez. Alors, si vous voulez, je vais commencer à vous couper. Vous aviez terminé, monsieur. Vous aviez terminé. Passons effectivement au candidat suivant. S'il vous plaît, bien tenir votre micro devant vous. On vous entendra. Alors, dans notre département, géographiquement frontalier avec la Suisse, le pays le plus riche au monde, toutes les personnes, même celles qui ont des revenus modestes ou normaux, devraient pouvoir vivre confortablement et à moindre coût. Nous voulons renforcer la cohésion sociale avec plus d'appartements locatifs abordables. Je rejoins ce qu'a dit mon prédécesseur. Une législation locative solide avec un nouveau programme de logement écologique à but non lucratif, en perçant la bulle spéculative entretenue par les banques et les promoteurs, en développant pour cela des baux amphithéotiques pour de l'habitat coopératif dans toutes les communes, ça existe en France déjà, afin de cesser les coûts exorbitants des logements et réguler le marché immobilier, et à établir un équilibre entre les différents acteurs du marché. Les montants des loyers ont doublé en peu de temps pour tous les habitants de Haute-Savoie, et cela n'est pas acceptable. Il faut encadrer les pratiques abusives en protégeant les populations les plus vulnérables. Les produits manufacturés chinois bon marché ayant donné l'impression aux ménages de disposer de plus de pouvoir d'achat. Cela permettra de contrer le gaspillage des sols et le prix des terrains et ainsi diminuer le coût du mètre carré. Il est également possible d'ajouter des étages aux immeubles anciens. Les Suisses le font couramment, les Allemands aussi. Si possible, plutôt favoriser l'isolation extérieure lors de rénovation de l'habitat ancien pour éviter les ponts thermiques. Légiférer afin de rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires. Notre région doit créer des réserves foncières et réhabiliter le système de coopératives d'habitat participatif. Le principe et la mise en œuvre ont déjà un statut juridique encadré par la loi Allure, qui est issue de modifications de la loi Hoguet de 1970 et qu'il faudrait renforcer encore. Les villes et les villages doivent devenir respectueux du climat, sociaux, résilients et verts. Construire les nouveaux bâtiments à de courtes distances des centres, des entreprises ou pour favoriser les liaisons rapides avec les transports en commun. Merci et nous vous écoutons Willy Colomb-Paton. Alors, on l'a entendu, nous sommes en Savoie voisins avec un pays qui est bien géré, lui, qui fonctionne bien, qui a une économie qui se porte bien, qui s'appelle la Suisse.
Alors cette Suisse, il faut savoir qu'en 1815, on lui a donné 24 communes et aujourd'hui, on n'a qu'à voir le niveau de vie de ces 24 communes qui ont la même valeur de terrain que le territoire de Savoie. Le PIB doit être 3 fois supérieur au nôtre, donc c'est qu'on a quand même un gros problème. Au niveau du logement, nous sommes persuadés que pour traiter à pied égal de la question du logement avec la Suisse, il faut qu'on retrouve notre souveraineté. C'est la seule solution que l'on aura pour arriver à avoir du logement à la portée de tout le monde et qui soit à la hauteur de nos espérances. Hormis cela, avant cette possibilité de retour à la souveraineté qu'on ne doute pas, on aura des propositions à faire. Alors ces propositions, c'est déjà la fin des frais de succession. Alors il y a des gens qui aujourd'hui s'émeuvent beaucoup pour les gens qui pourraient venir chez nous. Moi, je m'émeus déjà pour les gens qui sont chez nous et qui ne peuvent pas conserver leurs biens familiaux parce que les droits de succession sont beaucoup trop élevés pour pouvoir y faire face pour beaucoup de jeunes de notre pays. On a aussi une autre problématique qui est l'accession à la propriété. Aujourd'hui, comme ça a été dit, il y a des gens qui viennent acheter sur notre territoire du monde entier, ce qui fait grossir les prix. Et nous sommes pour que les gens qui puissent acheter sur notre territoire peuvent justifier de 3 ans de présence sur le territoire. La dernière mesure que nous aimerions, c'est la remise en place de l'ISF qui faisait justement des cadeaux à certains milliardaires et la suppression de l'IFI qui aujourd'hui, on le sait, une maison en Haute-Savoie peut vite nous faire rentrer dans cet impôt qui est aussi au-dessus des moyens de beaucoup de nos concitoyens. On a un peu le même phénomène que sur l'île de Ré. Une habitation en Savoie vaut beaucoup trop cher et il faut cette suppression de l'IFI pour qu'on soit sur un pied d'égalité avec les autres régions françaises. Merci, nous continuons ce tour de table avec vous, Ojdi Boussa. N'oubliez pas votre micro. Donc concernant le logement, donc effectivement le logement, c'est, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est un peu lié aussi à la mobilité et aussi ça va être lié aussi au territoire de montagne. De toute façon, tout est lié. C'est lié à une politique globale malmenée depuis plusieurs années. Donc en effet, aujourd'hui, dans le logement privé, il est incroyable que des personnes puissent acquérir des logements à répétition. Moi, à 22 ans, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré un jeune, il m'a dit qu'il avait déjà 30 logements. Son métier, c'était de gérer ses logements. 30 à 20 ans. Voilà. Donc il y a un problème. Il faut réglementer, légiférer. Et effectivement, la Suisse est à côté. Il y a les personnes qui viennent de Paris, d'autres régions, aujourd'hui qui ont des gros moyens et qui effectivement fait monter les prix. Et aujourd'hui, encore une fois, le citoyen annécien, il ne peut plus acheter. Donc effectivement, il est obligé de s'éloigner dans les autres communes avoisinantes. D'où après les problèmes de mobilité, etc. Après, peut-être une solution aussi, c'est de redorer un petit peu ce qu'on appelle la banque locale, hein, en l'occurrence la Banque de Savoie. Pourquoi pas faire une sorte d'actionnariat citoyenne lors de ces banques pour faciliter l'acquisition. Ensuite, moi je voulais revenir aussi sur les logements sociaux. Alors les logements sociaux, je ne sais pas qui habitent dans des HLM, pour moi ça devrait être des logements à loyer modéré certes, mais surtout ça devrait être temporaire. Parce qu'on ne peut pas y vivre 40 ans là-bas, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est des logements qui ne sont pas du tout adaptés à un bien-être, un meilleur pour la suite. Donc pour moi, il y a certains logements qui devraient être détruits complètement ou alors réaffectés aux étudiants, aux jeunes travailleurs ou aux nouveaux arrivants par exemple. C'est juste des idées. Hein. Il va falloir accélérer. Ouais, d'accord. Bon, bien sûr, il y a tellement de... En plus, les logements ne sont pas aux normes, surtout pour les seniors. Ils sont tout à refaire. Donc ça aussi, pareil, il fallait penser avant. Bien sûr, on est pour la nouvelle construction d'éco-quartiers, un peu plus vivants. Modèle suisse aussi, très bon exemple. Donc je fréquente un petit peu la Suisse. Donc en Suisse, effectivement, il y a des quartiers, ils ont tout en proximité, les laveries, les machins, etc. Tout pour les seniors. Merci. Voilà. Je vais être obligée de vous couper, sinon vous n'aurez pas de plus de temps souci. pour la suite. Et on écoute Damien Cordu. Alors, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses de très intéressantes qui ont été mises en avant. Je pense que pour limiter la spéculation, il faut revoir le droit de propriété pour les étrangers. Et je pense qu'il faut encadrer le nombre de résidences secondaires pour les multipropriétaires. Voilà, je pense qu'il faut construire des logements, en fait, de façon raisonnée. Et en plus ça fera tourner nos entreprises du BTP, donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut encadrer les plateformes de location en ligne, je pense également que c'est une bonne idée, même s'il y a des choses qui sont déjà faites, mais il faut aller plus loin.
Je pense qu'en relançant l'industrie, on va déconcentrer la population, donc on va régler de nombreux problèmes de logement. Et les salariés, les habitants, ils pourront habiter à côté de leur lieu de travail et la qualité de vie sera meilleure également. On aimerait également que chaque Français puisse accéder à la propriété, avoir un petit lopin de terre. Et on aimerait encourager les jardins collectifs en milieu urbain. Alors, je voudrais revenir sur l'intérêt d'avoir une industrie forte et d'avoir un tourisme raisonné. Il faut que les Français comprennent bien que notre régime de retraite par répartition, il est pérenne que si on a une industrie forte. La raison, elle est simple, c'est que l'industrie crée beaucoup plus de richesses que le tourisme. Pourquoi ? Parce que la part de main-d'œuvre et la valeur ajoutée est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est très très important de le préciser aux Français. Et puis, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à trouver des saisonniers parce qu'ils sont pas très bien payés, parce qu'ils sont mal logés, et on a les mêmes problèmes dans la restauration. Donc voilà, et puis après je parlais tout à l'heure en introduction de projets de société. Je pense que servir des cafés en terrasse à des Anglais, à des Allemands, à des Hollandais, je pense que le projet de société il en prend un coup derrière la tête, et je pense qu'il faut avoir autre chose à proposer à ce grand peuple que sont les Français. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième thématique. Quel est ce thème, Muriel ? Alors la troisième thématique, c'est la montagne. Parce que la deuxième circonscription, ce sont aussi des territoires de montagne et des stations, le Semnoz, la Clusaz, le Grand Bornand. Ces territoires sont au cœur d'enjeux forts et parfois polémiques, comme on a pu le voir récemment, entre développement économique, touristique et protection des espaces naturels. Tout cela, bien sûr, dans le contexte du dérèglement climatique et de la baisse, a priori annoncée comme inéluctable, de l'enneigement. Bref, l'avenir de ces zones est en question. Quelle position, comme député, défendrez-vous à l'Assemblée nationale sur la montagne ? Et nous allons débuter ce tour de table avec Nassil Dirim. Juste une précision, on est un petit peu en retard, il va falloir pour tous, s'il vous plaît, accélérer un petit peu. Et combien de temps là ? On est déjà à 48 minutes d'émission. J'ai droit à combien de minutes là ? Allez-y, je vous couperai si besoin. Donc les travailleurs de la montagne, les stations de ski, oui, c'est encore des travailleurs saisonniers, des travailleurs qui travaillent dans les stations, les femmes de ménage, dans l'hôtellerie, dans les services, et les remontées mécaniques qui ont encore subi aussi avec le gouvernement Macron, qui est au service des patrons, des capitalistes, de la montagne aussi, qui font des records de profit, qui font des profits comme tous les autres. Ils ont encore reçu des coups avec dernièrement les attaques contre avec la réforme des assédiques. Les saisonniers qui se retrouvent avec beaucoup moins d'allocations avec ces nouvelles réformes, et donc qui s'appauvrissent aussi. Et en fait, c'est la même chose qu'en fait, c'est des travailleurs qui sont, que ce soit de la montagne, que ce soit les travailleurs dans les villes, que ce soit les travailleurs dans les usines, on est tous une même classe. Les travailleurs immigrés, les travailleurs sans papier, on est tous une même classe, et en face, on a des patrons qui nous mènent la guerre sociale. Les capitalistes, ils nous mènent la guerre sociale. On est en pleine crise du capitalisme, et eux, pour continuer à faire leurs profits, à continuer à faire des records de profits, même je dirais 160 milliards de profits au CAC 40, je rappelle, les profits de Total, Bolloré, Dassault, ils vont continuer à mener la guerre sociale, même quels que soient les élus, quel que soit le gouvernement. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui décide, ce sont les capitalistes qui décident, qui dirigent l'économie, qui détiennent les moyens de production, qui ont les banques, qui ont les finances, et c'est eux qui disent à leurs larbins, à leurs valets qui sont au pouvoir de prendre telle ou telle décision contre les travailleurs. À chaque fois, c'est contre nos conditions de travail. On l'a vu avec la loi travail, on va le voir aussi avec l'attaque contre la retraite, et ça va pas s'arrêter. Le seul truc, c'est que les travailleurs, nous, il faut qu'on prenne conscience de notre force sociale. Dans cette société, on fait tout tourner. On l'a vu avec le Covid. Nous, on le savait. Quelques-uns ont remarqué qu'avec le Covid, il y avait des travailleurs essentiels. Oui, tous les travailleurs en essentiels. On n'a pas besoin des capitalistes. Sans les capitalistes, on dirigerait mieux. On contrôlerait la société, on dirigerait mieux. Et il faut qu'on prenne conscience de notre force sociale pour la transformer en force politique. Il faut qu'on s'organise, qu'on crée des liens dans les entreprises, dans les quartiers populaires pour fonder notre propre parti communiste révolutionnaire pour renverser ce système capitaliste.
Christian Kurdi, la parole est à vous assez rapidement, s'il vous plaît également. Alors, la France compte 9 massifs alpins, y compris dans les zones d'outre-mer. Mais la montagne pour les Français, depuis les années 1950, c'est surtout les sports d'hiver. L'or blanc a contribué depuis bientôt un siècle à urbaniser de manière outrancière nos vallées alpines et malheureusement également certains sommets et plateaux d'alpage. La richesse créée et redistribuée fut d'une manne intéressante pour les communes et les populations de montagne. L'aménagement des territoires, encadré par la loi montagne de 1985, retoqué en 2016 pour théoriquement s'adapter aux réalités du changement climatique et prendre en compte les spécificités des territoires de montagne en renforçant la solidarité nationale en leur faveur. L'argument fallacieux principal étant de protéger l'environnement et le patrimoine écologique. En fait, les pouvoirs publics subventionnent à coups de millions le massacre des derniers sites majestueux des stations. Les bulldozers façonnent irrémédiablement le visage de la montagne. Bulldozers dont le vrombissement coutumier l'été remplace le tintement des clarines pour créer de nouveaux spots pour les snowboarders. Ou de méga liaisons entre les domaines devenus les symboles d'une montagne toujours tournée vers le tout-ski, dont nous dénonçons l'absence de prise en compte de la crise climatique qui ne fait que commencer. Et le pire est à venir. Depuis le début des années 90, l'univers du tourisme est parcouru par de nombreuses incertitudes et facteurs de changements structurels, sectoriels ou globaux. Stagnation ou érosion de la pratique du ski, perte de la part du marché. Cette crise, loin de pousser certains élus à accepter la réalité de la catastrophe climatique et à se tourner vers un nouveau futur inévitable, raisonnable, épuise les finances de l'État dans une forme d'acharnement thérapeutique coûteux et inutile, se traduisant par des projets et réalisations de centaines de retenues collinaires dans toutes les stations des massifs du territoire. Pour approvisionner en eau les canons à neige, ces aménagements écocides ne respectent pas la loi sur l'eau et détruisent l'hydrologie souterraine. Si je suis élu, je proposerai de légiférer afin que ces pratiques illicites, au regard de la protection de la nature, soient interdites. L'écologie au centre est décidée à promouvoir une autre vision de la montagne en donnant des armes juridiques à la loi pour protéger la biosphère alpine et principalement soutenir l'emploi et le dynamisme économique des stations, principalement par une agriculture et un tourisme familial durable. Merci Willy Colomb-Paton, nous vous écoutons. Alors déjà, j'ai un peu peur quand j'entends les discours de M. Yildirim étant chef d'entreprise. Je me demande s'il est venu avec une guillotine à la sortie ou pas. Passer cela. Il faut demander aux millions de personnes qui sont en train de crever de faim aujourd'hui avec l'inflation et la spéculation et l'ouragan de famine qui se prépare aujourd'hui. Oui, on vous a assez entendu. Merci de laisser un peu la parole aux autres. En ce qui concerne les territoires de montagne, nous, Savoisiens, sommes bien sûr très concernés par la préservation de celle-ci. Alors le tourisme, on a su le développer, on a su créer une économie autour. Maintenant, je pense qu'elle a besoin d'être rénovée un petit peu, qu'on a besoin d'un tourisme plus inclusif. Et ce serait bien de ramener aussi des gens qui viendraient pour notre culture millénaire de notre territoire, plutôt que de venir uniquement pour des sports d'hiver. À noter aussi que ma grand-mère avait un petit camping à Bluffy qui faisait le plein tous les étés. Et aujourd'hui, on voit que tous ces campings sont dévastés pour l'été, ce qui est un drame. Alors que normalement, il devrait être prêt avec le territoire que l'on a. À rappeler que souvent on dit que la France est le plus beau pays du monde et quand ils viennent en Savoie, ils disent que c'est le plus beau coin de France. Donc en faisant un petit parallèle, on peut dire qu'on a le plus beau coin du monde et qu'on devrait attirer encore beaucoup plus de personnes. Ensuite, ce territoire est singulier, il a des montagnes, donc on a peu de terres arables. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour défendre nos terres arables, pour nos agriculteurs qui ont forgé justement la culture de la Savoie et il faut qu'on leur rende des prés, il faut qu'on arrête de bétonner. Je ne suis pas d'accord avec certains qui veulent justement peupler nos villages. Nos villages aujourd'hui, il faut qu'ils vivent avec l'agriculture et qu'on conserve le maximum de terres arables, déjà pour nous nourrir, parce qu'on sait qu'avec la population qu'on a, au niveau autosuffisance, on est franchement plus que limite aujourd'hui. Merci beaucoup Oujdi Boussa, nous vous écoutons. Si c'est possible d'être très succinct. Merci. Je vais vous faire plaisir. Donc effectivement, moi ce qui me tient à cœur, c'est simplement de créer des liens entre les villes, les montagnes et les campagnes. Il faut, encore une fois, ce fameux écosystème. Malheureusement aujourd'hui, les loisirs de montagne sont devenus un luxe, voire un privilège. À part le Semnoz et la Clusaz, donc c'est accessible, mais sinon quand vous allez dans les autres stations c'est inaccessible.
Il faudrait effectivement développer aussi tout ce qu'on appelle, j'appelle les mini-fermes, éduquer les jeunes au métier de la montagne, développer aussi donc toutes ces activités ludiques, touristiques, mais pour nos enfants. Pourquoi donc aussi pour remédier donc à ces problèmes d'activité hivernale, il faut vraiment développer sur l'activité de la montagne sur les 4 saisons. Voilà. Après pour tout ce qui est produits locaux, ce serait bien qu'on ait des points de vente en centre-ville par exemple, permanents et bien identifiés, qu'on puisse s'approvisionner régulièrement, pas besoin de tourner, faire quelques kilomètres pour aller chercher un bon fromage ou un bon lait de chèvre. Donc voilà. Et après l'accès à la montagne, aujourd'hui c'est très difficile. Après il faut peut-être repenser à l'accès aux montagnes par rapport au Semnos, peut-être avec des téléphériques, je ne sais pas, comme le Salève. Voilà. J'ai pas trop de propositions. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on a axé la politique du territoire des montagnes vers le développement, le tourisme. À tout va. Donc effectivement, maintenant, il y a des conséquences et il faut les gérer. Merci. Et nous écoutons à présent Damien Cornu. Alors, moi, je pense qu'il faut défendre le pastoralisme. Alors, le pastoralisme, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des surfaces qui assurent l'alimentation des troupeaux. Alors, l'avantage du pastoralisme, c'est qu'il est très peu gourmand en eau, très peu gourmand en engrais, très peu gourmand en pesticides. Donc ça veut dire des produits de qualité. Et quand on mange des produits de qualité, n'importe quel médecin vous dira qu'on est en bonne santé. Donc c'est très important. Alors comment on met tout ça en musique quand on sait que tous les 10 ans, il y a la moitié de nos agriculteurs qui disparaît et il y a un taux de suicide qui est très important chez nos agriculteurs. Alors on met en place l'exception agriculturelle. Alors qu'est-ce que c'est l'exception agriculturelle ? Ça permet d'augmenter le salaire de nos agriculteurs tout en conservant le prix de vente pour les consommateurs. Donc il faut aller vers une souveraineté alimentaire. Il faut également parler à un moment des traités de libre-échange, parce que quand on a des produits qui viennent de 10 000 km et qui arrivent avec des normes sociales qui ne sont pas les mêmes que les nôtres et qui sont bourrés de pesticides ou d'engrais, c'est pas très bon pour la santé, et surtout quand le prix est bas. Je voudrais également revenir sur l'artificialisation des terres. Alors il faut que l'artificialisation soit raisonnée. C'est comme le tourisme, c'est comme tout. Pourquoi ? Parce que l'artificialisation baisse la production nourricière. Ça baisse les subventions à l'hectare pour nos paysans, et donc nos paysans, pour compenser ces baisses, ils utilisent des engrais et des pesticides. Donc on est dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux. Et enfin, je voudrais parler des surfaces forestières qui, je pense, sont mal exploitées. On devrait développer l'énergie bois, on devrait développer les constructions à ossature bois et en bois, mais pour ça, il faut revoir les accès et le morcellement des parcelles. Et encore une fois, pour préserver nos territoires, il est bon d'aller vers un tourisme raisonné. Merci. Nous terminons ce tour de table sur la problématique de la montagne avec vous, San Hippomen. Donc concernant les territoires de montagne, évidemment on a plusieurs aspects. On a l'aspect agricole, les exploitations agricoles. Je pense qu'aujourd'hui, le taux de suicide chez les agriculteurs, le non-renouvellement des générations devient tragique, il faut le dire clairement. Ça entraîne aussi un vieillissement des populations qui sont présentes sur ces localités. Donc il faut absolument revaloriser les traitements et les retraites des agriculteurs. Il faut rendre les métiers plus attractifs. Dans le même temps, je pense que les règles supranationales qui viennent notamment de l'Union européenne, et je rejoins M. Cornu sur la renégociation de traités internationaux qui nous sont défavorables, ça c'est quelque chose de complètement inadmissible. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté là-dessus, absolument, parce que sinon on n'aura pas de levier et on va subir. Et on voit ce que ça entraîne. Ici, particulièrement en Haute-Savoie et dans la 2e circonscription, continuer bien sûr à étendre les AOP, les IGP, aller vers plus de bio, aller aussi vers une plus grande autosuffisance. Je vous rejoins aussi, puisque c'est essentiel. Si on n'arrive pas à se débrouiller tout seul, c'est compliqué du coup de se protéger des marchés internationaux, qui sont beaucoup plus concurrentiels en termes de prix, mais pas de qualité, la plupart du temps. Et donc aussi au niveau des territoires de montagne, on retrouve aussi l'aspect touristique. Là,
clairement, en 2030-2035, toutes les stations de moyenne et petite altitude vont manquer de neige. On a déjà des épisodes de canicule qui se multiplient. On a un enneigement qui diminue. En gros, on a perdu 2 mois sur la plupart de l'enneigement qu'on a connu précédemment. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de solutions, puisque c'est un dérèglement climatique. En revanche, là où on peut agir, c'est sur le reclassement des personnes qui travaillent sur ces stations. Et il faut absolument qu'on développe le tourisme 4 saisons, un tourisme plus vert. Ça, c'est évident. Je tiens aussi à souligner, donc, du coup, par rapport à la gestion du Covid, on a eu un énorme problème, et on l'a tous constaté. Je tiens à souligner les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui ont été littéralement catastrophiques pour notre tourisme, alors qu'on aurait très bien pu ouvrir les stations, vu que ça se passait à l'extérieur et que le ski, jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile de se contaminer à moins de se faire des bisous. Je tiens à le souligner ici. Donc je pense, pour terminer, que cette problématique du tourisme, le tourisme est très important bien sûr dans d'autres régions, hein. Je l'ai dit, plus belle région de France et sans doute du monde. Il faut absolument, en relation avec tous les autres thèmes qu'on a déjà abordés, qu'on revoie l'aménagement du territoire et les infrastructures. Merci. Nous arrivons à la conclusion, dernier tour de table. En quelques mots, dans l'idéal 2 mots, en maximum 30 secondes. Et nous commençons avec vous pour cette conclusion, Christian Kurdi. Nous vous écoutons très rapidement, s'il vous plaît. Alors je dirais que concernant donc le pastoralisme dans les Alpes de montagne, il a su résister aux difficultés inhérentes aux activités grâce notamment à l'élargissement des zones AOC. Je rajouterais concernant l'énergie nucléaire, aujourd'hui ce serait une aberration parce que les réserves d'uranium sont estimées à 50 années, sachant qu'il faut 30 ou 40 ans pour qu'une centrale nucléaire puisse à peu près fonctionner. La France et les ex-pays du pacte de Varsovie sont les derniers à s'accrocher au nucléaire. La plupart des pays développés, les grandes puissances économiques et industrielles ont abandonné. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci. Nous écoutons Willy Colomb-Paton. C'est la conclusion, tout à fait, en quelques mots, si possible. Alors, je voudrais dire à tous mes concitoyens que nous n'habitons pas une région, mais un pays qui est millénaire. Et ce pays, il a des droits, notamment par des traités internationaux, comme celui de Vienne en 1815. Et qu'aujourd'hui, il suffit que vous réclamez vos droits pour que ce pays retrouve sa souveraineté et nous offre un futur pour nous et pour nos enfants bien meilleur. Voilà, la spécificité de la Savoie peut nous mettre à l'abri de tout ce qui est en train d'arriver et que nous voyons arriver. Et ce cas spécifique, nous serions dans une erreur folle de ne pas en profiter pour les générations futures. Oujdi Boussa, pour une conclusion très rapide, en quelques mots aussi, s'il vous plaît. Donc je me rapproche un peu des idées des Savoisiens. Donc effectivement, il faut être autonome et il faut se regrouper, il faut s'unir. Donc j'appelle les Hauts-Savoyards à être exemplaires. On doit montrer la voie à la France, la voie VOIE, pas forcément la voie de la voie. On doit montrer le chemin et aussi un état d'esprit, un nouvel état d'esprit. Et tout ça, ça va passer par un changement catégorique de gouvernance. La gouvernance par les citoyens, pour les citoyens. Et uniquement par ça. Le reste, l'administration sera des supports pour appliquer les directives des citoyens, tout simplement. Et voilà, et avec ça, on vivra heureux pendant des millénaires. Merci. Alors pour revenir là-dessus, l'habitant de la Savoie, c'est le Savoisien, c'est pas le Savoyard. Le Savoyard, c'est une insulte. L'habitant de la Savoie, c'est toujours appelé le Savoisien. Le Savoisien. Merci, nous écoutons pour une conclusion Damien Cornu. Alors moi, je suis un grognard, et c'est pas une insulte. Alors, je voudrais vraiment terminer sur une note positive et m'adresser aux Français. Vous savez, ce grand peuple qui a changé la face du monde à jamais et qui va continuer de la façonner. Alors, comment on s'y prend ? On saupoudre la société française de bonapartisme. On lance de grands projets de société. L'association Capital Travail, qui permettra aux salariés de devenir sociétaires et d'avoir un pouvoir de décision dans l'entreprise. On s'appuie sur France-sur-Mer, le 2e territoire marin du monde et le 1er territoire sous-marin du monde. On s'appuie sur notre fabuleuse
grosse puissance intellectuelle. On s'appuie sur la francophonie. Demain, c'est 750 millions de sujets. On relance notre industrie et demain, la France devient la première puissance économique au monde. Je pense que c'est digne de la grandeur de la France et c'est digne du génie des Français. Merci San Hippomen pour cette conclusion également. Merci. La question qui vous sera posée les 12 et 19 juin est très simple. Quel type de député souhaitez-vous ? Un député qui partage vos difficultés, qui connaît vos difficultés de la vie quotidienne, qui a à cœur de défendre vos intérêts, le bien commun, vos besoins, apporter des solutions pratiques et viables, ou alors, comme certains qui sont Macron-compatibles, ou encore utopistes, quelqu'un qui est un professionnel de la politique ou un dogmatique. Cette question reste posée. Comme par le passé, où j'ai servi mon pays pendant de très longues années, je poursuis ce combat politique et je suis prêt à servir vos intérêts, les intérêts de la deuxième circonscription. Le constat d'aujourd'hui est sombre, mais impossible n'est pas français. Les 12 et 19 juin, exprimez votre vote, faites vivre la démocratie, allez voter. Merci, nous terminons ce dernier tour de table avec vous, Nassi Yildirim, pour une conclusion en quelques mots, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les élections ne vont pas changer le sort des travailleurs, des classes populaires, des retraités, qui subissent l'inflation galopante, qui subissent la montée des prix. Donc, le capitalisme, c'est quoi? C'est la catastrophe. Il nous mène à la catastrophe. Aujourd'hui, le capitalisme, c'est la crise. Ils sont en train de nous mener à la guerre. C'est la famine. Là, ils sont en train de nous préparer pour la 3e guerre mondiale avec ce qui se passe en Ukraine, faut le voir. Et ils sont en train d'essayer de nous mettre tous derrière l'union sacrée, l'union nationale. Eh ben nous, on ne marchera pas parce qu'on connaît les conséquences pendant la guerre de 14-18, comment ça s'est passé après, la boucherie et la barbarie. Et nous, justement, on pense que ce capitalisme, il faut s'en débarrasser. Et voter lutte ouvrière, c'est le vote le plus radical. C'est le vrai vote radical parce que tous les autres, que ce soit les Mélenchon, que ce soit les Le Pen ou les Zemmour, ou les Macron, ils ne feront jamais rien pour vous quand ils seront au pouvoir, parce que de toute façon ils ne le pourront pas, ils n'auront pas le vrai pouvoir, même s'ils le voulaient, parce qu'il y en a qui ne le veulent même pas. Et donc voter lutte ouvrière, c'est un vote radical, c'est le vote révolté, c'est le vote révolutionnaire, c'est pour faire entendre tout le camp de tous les exploités, de tous les travailleurs. Merci Nassi Yildirim, merci à tous pour votre participation. Nous allons poursuivre cette émission consacrée à la 2e circonscription de Haute-Savoie avec le 2e groupe de 6 candidats. Le temps de réinstaller la salle et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur les pages Facebook de 8 Mont-Blanc et du Dauphiné.